tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief, le top et flop de ce Liège-Bastogne-Liège. Troisième monument de la saison, parce que Paris-Roubaix n'a pas eu lieu, hein, je rappelle pour le moment. Liège-Bastogne-Liège qui est une course qui est très importante parce que il y a les mecs qui sont en forme pour le Giro, vous avez les mecs qui ont fait toutes les Ardennaises, il y a certains coureurs qui reviennent après beaucoup de stages en altitude pour le Tour de France. C'est une course qui est un peu un carrefour entre plusieurs types de saisons. Et du côté de Liège-Bastogne-Liège, cette année, on a eu quand même une belle course. N'hésitez pas, avant tout, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire qui vous avez apprécié, qui vous n'avez pas apprécié, ce que vous avez pensé de la course des Français, notamment. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Et puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Liège-Bastogne-Liège, ça a quand même plus de gueule maintenant cette course-là depuis qu'on arrive dans Liège. Parce que moi j'ai connu l'arrivée dans Anse. Je peux vous dire que dans Anse, ça faisait un peu miteux parce que sur les 10 derniers kilomètres, je me souviens on passait à côté du stade du Standard de Liège. Mais c'était vraiment industriel, mais vraiment la ville un peu moche, quoi, très moche. Alors Liège, je pense que c'est pas déjà la ville la plus jolie au monde. Je vais certainement me faire insulter après dans les commentaires. Mais l'arrivée à Anse, qu'est-ce que c'était moche! Je me souviens, le dernier kilomètre, là, c'était souvent considéré comme l'arrivée la plus moche du World Tour. Parce que il y avait aucune âme dans cette arrivée. On n'arrivait même pas à Liège, donc c'était un petit peu triste. Depuis qu'on retourne dans Liège, je trouve que déjà la course est plus sympa parce que c'est plus une course de côte comme la Flèche Wallonne. On a une course un peu plus spectaculaire. Un peu comme depuis que la Pistel a changé son parcours aussi, hein, qu'on n'arrive plus au pied du Cauberg. Donc c'est un petit peu intéressant, on n'a plus une course totalement stéréotypée, il faut partir de loin, il faut anticiper pour gagner la course souvent. Et puis ce que j'aime aujourd'hui dans Liège, c'est que le sprint, il est toujours très particulier. Hein. Cette fameuse ligne droite de 800 mètres, il se passe toujours des choses, notamment l'année dernière avec Julien Alaphilippe, et même cette année, hein, ça n'a pas été quand même de tout repos, avec un sprint très particulier. On va revenir sur tout ça, mais on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le deuxième de la course aujourd'hui, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui pour moi quand même fait une bonne course, même si ça aurait quand même été mieux s'il s'était pas fait avoir du côté de la côte de la Redoute, où là je pense qu'il a peut-être grillé une petite cartouche à ce moment-là qui lui a manqué dans la côte de la Rochefaucon, la dernière côte de la journée, où peut-être qu'à ce moment-là il aurait pu faire la différence et sortir seul, même si sortir seul à Liège-Bastogne-Liège avec cette arrivée-là est compliqué parce que vous avez encore 10 km très plats sur des très grandes routes, dont 3-4 km de descente. Du côté d'Alaphilippe, ce que je trouve, c'est que là, cette année, il a un peu réglé son conflit avec cette course. Et qu'il y avait un conflit avec Liège-Bastogne-Liège. L'année dernière, bien entendu, il est arrivé où il est déclassé, mais même auparavant, il n'avait jamais été très performant à Liège, Julien Alaphilippe. Moi j'avais même dit avant les championnats du monde l'année dernière, et souvent je le disais, que pour moi c'était un coureur qui avait peut-être du mal au-delà de 200 km de course, parce que c'est vrai qu'on le voyait assez souvent galérer en fait au-delà de cette distance. Ça avait été le cas au championnat du monde en Grande-Bretagne, mais même au championnat du monde à Innsbruck également, et au championnat du monde à Imola. Il m'avait fait mentir parce que sur une course très longue il avait réussi à s'imposer avec la manière. Là, Alaphilippe, il a réglé son problème avec Liège-Bastogne-Liège parce que voilà, il s'en était jamais très très bien sorti. Bon, il y a une fois, il s'était sacrifié pour Bob Jungels, il faut quand même s'en souvenir aussi. Mais il avait toujours eu du mal avec Liège-Bastogne-Liège. Et je crois qu'il y avait il avait un truc à régler avec cette course aujourd'hui. Alors, il finit que deuxième, oui, mais il finit deuxième en étant dans le mauvais groupe pendant 10-15 km. En étant dans une mauvaise posture. Il faut encore souligner le travail de Maury Van Sevenant, hein, en passant, qui a fait encore un excellent boulot pour le ramener. Gros travail aussi de James Knox, qui est un très bon coureur, le Britannique. Peut-être un coureur un peu sous-estimé, James Knox, c'est un excellent coureur. Et avec une équipe solide autour de lui, il a fait du bon travail. Il n'était pas dans une position de force aussi.
parce que là, De Koninck, il y avait en face à eux un autre Wolfpack, c'était UAE. Je vous parlerai du UAE quand je reviendrai sur Pogačar. Je peux dire que la formation faisait un peu peur. Non, il a fait une très belle course après Alaphilippe. Dommage, c'est voilà, ce petit trou noir au moment de la côte de la Redoute. Où voilà, il est pas dans le bon timing à ce moment-là, il est un peu loin dans le peloton, et je pense que là il grille des cartouches qui auraient pu peut-être lui servir dans la côte de la Rochefaucon, à partir peut-être avec Michael Woods à ce moment-là. Je continue avec David Gaudu, à troisième. David Gaudu, non, très belle course. Pourquoi il a été plutôt dans le bon timing? Il a suivi, j'ai l'impression, il avait une petite roue derrière Pogačar. Gaudu, il avait décidé plutôt de suivre Pogačar. Il n'avait pas l'équipe la plus solide, même s'il y avait Madouas et Mollard. Il n'y avait que ces deux coureurs-là, très clairement, pour l'aider dans le final, donc c'est un petit peu léger. Puis ça prouve encore que Gaudu, depuis l'année dernière, il a pris vraiment de la confiance en lui. Ça, c'est indéniable. Sur la Vuelta l'année dernière, et sur le début de saison cette année, sur le Tour du Pays Basque. Et là, il a encore montré de très très belles choses sur cette course. L'attaque dans le dernier kilomètre lui aurait peut-être fait tout perdre, lui aurait peut-être fait passer 6. C'était très risqué. Après, il a pas vraiment tenté parce qu'il a vu que les autres l'avaient repéré, je pense. C'est pour ça qu'il s'est arrêté à ce moment-là. Bon, après, c'était pas à lui non plus de faire la course aujourd'hui, hein. C'est pas forcément celui qu'on attendait le plus, David Gaudu. Moi, je trouve que voilà, il a fait encore une belle prestation. Et depuis le début de saison, il fait des très très belles prestations. Va falloir s'en méfier sur le prochain Tour de France, même s'il est pas bon sur le contre-la-montre et que dans ce domaine-là, il devrait travailler. Vu ce qu'il nous montre depuis le début d'année, il va falloir le lâcher en montagne quand même, David Gaudu. Non, il a été très très bon. Il a fait le job, il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors, du côté de chez Groupama, n'a pas encore gagné une classique ardennaise, mais je pense que dans les années à venir, il faudra compter sur David Gaudu, parce qu'on voit qu'un peu dans le même style que Pogačar, c'est un bon grimpeur, mais pas seulement. Il a des très bonnes qualités de puncher. Je passe au flop. Alors, je vais commencer avec Warren Barguil. Warren Barguil, je pense qu'il y a eu un vrai problème aujourd'hui pour le Français, le placement. J'en ai parlé à l'instant avec Julien Alaphilippe, mais Barguil, c'était encore pire. Il était toujours très très mal placé, pourtant je pense que les jambes n'étaient pas mauvaises aujourd'hui. Alors de là à aller chercher le groupe de tête avec les 5 de devant, peut-être pas, mais de là à se retrouver avec Marc Hirschi, ça je pense qu'il en était capable aujourd'hui. Le placement a été mauvais. Certainement aussi parce que l'équipe autour de lui n'était pas exceptionnelle du côté de chez Arkea. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a 2-3 coureurs qui venaient de finir le Tour des Alpes en étant plutôt en forme et qu'on les a pas mis dans cette formation. Diego Rosa, on l'a très peu vu. Et puis après, que ça soit... Alors Kevin le Danois, c'est vrai que c'est un peu une énigme aussi dans le monde du cyclisme. Mais Laurent Pichon, Laurent Pichon, ça fait quand même depuis quelques années qu'il est un peu rincé, j'ai l'impression. Alan Rioux, un peu jeune, un peu tendre. Thibaut Garnalec, également un peu jeune. Et Lucas Ovzian, c'est pas le meilleur coureur du monde. Donc c'est vrai que ça aide pas, mais... Dans ce cas-là, il faut suivre une formation. Et je crois que du côté de Barguil, on n'a pas réussi à faire ça. Donc il grille des cartouches avant les moments importants. C'est vrai que dans le final, il se retrouve en difficulté. Je continue avec AG2R Citroën. Deuxième flop. Quand même une équipe qui était solide sur le papier, hein. Avec des coureurs qui pouvaient jouer les troubles fêtes. On pense à Aurélien Paré-Peintre, Ben O'Connor, également bon coureur. Même Van Avermaet, pourquoi pas sur un malentendu. Bon, Cosnefroy, compliqué cette année, Cosnefroy. Au final, chez AG2R, il n'y a aucun bon coureur, il n'y a aucun coureur qui finit dans le top 30. Et ça, c'est un petit peu triste pour cette équipe qui misait énormément sur les classiques. Et c'est vrai qu'à part la 3e place de Van Avermaet sur le Tour des Flandres, le résultat est quand même bien maigre. C'est ce que j'avais dit dans ma présentation. J'avais un peu peur que cette équipe ait du mal en termes de stratégie. Mais je pensais en termes de stratégie, je pensais pas au niveau des coureurs. C'est vrai que Cosnefroy, compliqué, alors il vient de blessure, mais là il est même pas dans le top, je sais même pas où il est Cosnefroy, il est 48e à 3,06 avec Greg Van Avermaet notamment.
donc c'est un peu loin. Paris-Peintre, je crois que 250 km c'était un peu trop pour lui, et qu'il a un petit peu souffert dans le final. Bon, chez les jeunes coureurs ça peut arriver, hein, le fait de souffrir, mais Ben O'Connor n'est pas là non plus, alors que Ben O'Connor est un très bon grimpeur. Ça aurait été bien d'avoir du monde, des coureurs un peu plus performants, et là j'ai trouvé que c'était léger. Peut-être aussi qu'en termes de stratégie, on n'a pas eu les bonnes stratégies. Dans la voiture, c'était Julien Jordi et Cyril Dessel, mais ça n'a pas fonctionné des masses du côté de chez deux coureurs. Du côté de ces deux directeurs sportifs, ces deux DS, c'est vrai que Julien Jordi, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux de la part du manager, et c'était déjà lui, je crois, qui était sur d'autres classiques et ça n'avait pas marché. Puis Cyril Dessel, il a aussi l'expérience de ce type de course, parce que je crois que dans sa carrière, il avait participé à pas mal de classiques, je crois me rappeler. À l'époque, vers 2009-2010, je crois qu'il en avait fait quelques-unes. On continue du côté des Français avec le dernier flop. Et vous savez que c'est un flop un petit peu un rituel un petit peu dans ces vidéos top et flop du côté du cyclisme, c'est de dire du mal de Total Direct Energy. Alors pour tout vous dire, des fois il y a des infos que je lis et que j'oublie. J'avais oublié qu'ils étaient sélectionnés sur cette course, et donc c'est à l'arrivée, quand je regarde un petit peu, quand je regarde la starting list et surtout les mecs à l'arrivée, que je vois, merde, ils étaient dans la course. Je ne les ai absolument pas vus. Total Direct Energy. C'est terrible, hein, je ne les ai pas vus de la course. Alors, l'effectif n'était pas suffisamment bon pour être devant. À part peut-être Julien Simon, qui est, je crois, le coureur le mieux classé, et Pierre Latour. Mais dans ce cas-là, tu prends l'échappée. Et là, il n'y a aucun des coureurs qui a pris l'échappée. Pourtant, tu vas pas me faire croire que entre Fabien Grolier, Marlon Gaillard, Fabien Doubé ou Valentin Ferron, il n'y en a aucun des quatre qui était capable de prendre l'échappée, qui s'est décanté assez vite, en plus, dans cette course. Tu vas pas me faire croire que dans ces coureurs-là, il n'y en avait aucun qui était capable de suivre Lorenz Suisse, de suivre Lorenzo Rota, de suivre Loïc Vliegen, Mathis Passion. Également, de me faire croire que ces coureurs-là ne sont pas capables de le faire. Quand tu viens sur une course, que tu es invité, le minimum, c'est qu'on voit ton maillot dans ces courses-là. Sinon, c'est pas la peine de venir. Et là, je crois que du côté de la Total Direct Energy, c'était pas la peine de venir. Si c'est pour faire la performance qu'ils ont réalisée sur cette course, ils pouvaient laisser la place à BNB Hotel ou à Delco, par exemple, dans les courses, dans les équipes françaises. Ou ils pouvaient laisser la place à Euskaltel Euskadi ou au Team Uno X, qui ont montré vraiment des intentions un peu meilleures sur ce type de parcours. Là, c'était vraiment le niveau 0, quoi. On ne les a pas vus de la course. Alors, encore une fois, s'ils n'avaient pas été là, on s'en serait pas aperçu. Donc c'est quand même un petit peu triste dans cette formation. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Tadej Pogačar, qui a été très très bon aujourd'hui. Tadej Pogačar, très bon sprint surtout, parce que il était quand même pas idéalement placé. Celui qui était le mieux placé, c'était Gaudu. Ensuite, c'était Alaphilippe, et derrière, c'était Pogačar. Pogačar, il est dernier du groupe. Dernier du groupe, ça veut dire que certes, tu vois tout ce qui se passe devant. Le problème, c'est que quand il y a un groupe de 5, t'es le dernier. Donc, il faut que tu remontes 5 vélos pour retrouver les mecs de devant. Ce qui veut dire un effort important. Mais il a fait un sprint solide, quoi. Parce que devant, c'est Alaphilippe, c'est quand même pas un branquignol. C'est un mec qui a gagné une fois un sprint sur Tirreno, hein. Alaphilippe. Il a été très 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 solide, Pogačar, et il est quand même inquiétant, ce coureur, hein. Il est inquiétant dans les années à venir parce que il est bon dans le contre-la-montre, il est bon en montagne, donc c'est un coureur qui gagne les grands tours, il est bon sur les classiques, il sait sprinter. Tu te dis dans quel domaine il est mauvais, lui. C'est ça qui est inquiétant. Parce que tu te dis, ce mec-là, ça peut être le cannibale. Ça peut être le Eddy Merckx des années 2020. Le mec qui gagne tout. Parce que je rappelle, il a 22 ans, je crois, Pogačar. 22 ans, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France. Du côté des troisième d'une Vuelta, qu'est-ce qu'il a fait d'autre à son âge? Pour rappel,
Il a remporté le Tour de la Communauté de Valence, l'UAE Tour cette année, le Tour de Californie, Tirreno Adriatico également cette année. À chaque fois qu'on l'a vu cette année... Ah non, il a fini 3ème du Tour du Pays Basque, mais parce qu'il s'est fait un petit peu avoir le dernier jour avec McNulty. C'est vraiment un coureur qui est assez stupéfiant. Quand même, Pogacar, il est bon dans tous les domaines. Et il a un contrat jusqu'en 2026. Avec UAE Team Emirates, ils ont bien fait de solidifier le contrat dans sa formation parce que, je pense qu'on va encore le voir dans les prochaines semaines. Et j'avais oublié de voir, mais il doit faire également la Vuelta cette année. Il fait pas que le Tour de France. Ça va être solide. Et puis peut-être les Jeux Olympiques également pour Pogacar. Il faudra se méfier du coureur. Également, belle course pour continuer avec UAE Team Emirates de Marc Hirschi. J'étais un petit peu inquiet de Marc Hirschi, qui, c'est vrai, a repris sa saison pour moi trop tardivement, mais sur les courses espagnoles, ça avait été un petit peu difficile. Il n'avait pas pu se montrer aussi sur la Flèche Wallonne parce que l'équipe avait eu des cas de Covid. Je pense que c'est aussi pour ça que du côté de chez UAE, on les a vus rouler à un moment très très fort parce qu'ils voulaient, je dirais pas laver l'affront, mais cette punition un petit peu de l'exclusion à cause de Covid, je pense qu'en interne dans l'équipe, ça n'a pas dû plaire. Surtout que la Flèche Wallonne, c'était également un objectif de cette formation. Et donc, je crois qu'il y avait une envie encore supérieure d'être performant. Et puis après, Marc Hirschi, il fait 7, c'est-à-dire que les jambes commencent à être là. Il sera, je pense, assez frais. Alors, je ne sais pas s'il fait... Normalement, je pense qu'il doit faire le Tour de France, Marc Hirschi, ou est-ce qu'il fait d'autres objectifs? Parce qu'il y a aussi les Jeux, pour lui, où il peut être performant. Il y a le Tour de Romandie. Il sera là dès mardi sur le Tour de Romandie, que je suivrai. Il fera également le Tour de Suisse, Tour de France, Tour de Lombardie. Bon, il y a des objectifs. Ça m'étonnerait aussi qu'il ne soit pas au niveau des Jeux Olympiques. Marc Hirschi, donc je pense qu'il va falloir compter sur lui. Et du côté de UAE, regardez quand même l'effectif au départ de la course. Tadej Pogacar, Rui Costa, David de la Cruz, Davide Formolo, Marc Hirschi, Vegard Langen et Brandon McNulty. Autant te dire qu'il y avait quand même peu de chances qu'il se rate. C'est un petit peu le Wolfpack des classiques ardennaises, pour moi, cette équipe, si on devait comparer. On termine avec le dernier coureur au top, j'ai oublié. C'est Michael Woods, oui. Pourquoi Michael Woods? Parce que pour moi, c'était le plus fort dans les monts, dans les côtes, dans les monts. Ce qui lui a manqué, c'est de la vitesse. Mais Michael Woods, je me dis toujours, c'est quand même un coureur qu'on a tendance à souvent oublier. C'est-à-dire dans ce type de course où il a toujours été bon, parce que Michael Woods, ça fait au moins depuis 4-5 ans qu'il est bon sur ce type de course-là. Il est souvent leader de sa formation. En plus, là, il était leader d'Israël, mais il est souvent leader. C'était également le cas auparavant quand il était chez EF. C'est quand même incroyable qu'on se souvienne presque jamais de lui, de ce coureur-là. Alors, ses résultats datent surtout de 2017, même s'il avait fini deuxième de Milan-Torino. Et je me disais, Michael Woods, il a un petit peu le même problème que Seb Van Mark, c'est que c'est un mec qui gagne peu dans son palmarès. Je vais même regarder statistiques de victoire sur Pro Cycling Stats, mais c'est quand même un mec qui a peu de victoires et il fait quand même un très très bon début de saison. 11e du Tour de la Catalogne. Bon, il a abandonné au Pays Basque, mais vous savez, il y avait cette chute avec des voitures mal placées. 32e de l'Amstel, mais il reprenait après sa chute du Tour du Pays Basque. 2e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var au classement général. 5e de Liège, 4e de la Flèche Wallonne. Très fort sur cette semaine. Oui, il n'a pas 150 victoires dans sa carrière parce qu'il a un Milan-Torino en 2019, l'étape 5 du Tour de l'Utah en 2015, c'était sa première victoire professionnelle et c'était déjà sa 4e saison chez les professionnels. 2 étapes sur la Vuelta, une en 2018, une en 2020, une étape sur Tirreno en 2020. Mais c'est pas un mec qui gagne beaucoup. Et je pense que c'est un peu son problème. Mais c'est vrai que moi, très clairement, Michael Woods, c'est un coureur que j'ai tendance à sous-estimer ou à oublier quand je cite souvent des listes de favoris. Et c'est pour ça que je voulais le mettre parmi les tops, parce qu'il a été très bon aujourd'hui. Il a attaqué, je pense que c'était le plus fort.
Le problème, c'est qu'il était juste un peu plus fort que les autres et pas suffisamment pour pouvoir partir tout seul dans le final. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui pour finir la vidéo, pas trop tard. Je commence avec notre ami Woodpulse qui a déjà remporté cette course, et Woodpulse, eh bien il a fini très très loin. Pour tout vous dire, j'enregistre à 17h39, je ne l'avais toujours pas dans le classement sur Pro Cycling Stats. Peut-être que là, il est arrivé, j'ai fait le classement à 17h15, mais il faut savoir que j'ai déjà quasiment les 100 premiers pour le moment, et Woodpulse, bah non, il n'y est toujours pas dans les classements, donc je ne sais pas s'il a fini la course. Mais c'est quand même triste, Woodpulse, de voir son irrégularité d'année en année. C'est-à-dire que c'est un mec qui est capable d'être performant sur 2-3 courses, mais qui a du mal à être constant sur toute une saison. Là, aujourd'hui, pour moi, il faisait partie des deux leaders avec Matej Mohoric sur cette course-là. Et ben, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu du tout, Woodpulse. C'est ça qui est très triste. Il a été lâché très tôt dans la journée. Pourquoi ? Je pensais que moi, il était de retour en forme, mais de retour en forme l'année dernière. Et puis, depuis le début de saison, il n'y a pas grand-chose. Du côté de Woodpulse, je crois me rappeler, voilà, 19e du Tour de l'UAE, 79e du Tour de Catalogne, 58e de l'Amstel, 4e du Tour de la Provence. C'est vrai que depuis le Tour de la Provence, au final, il n'y a pas eu de grande performance, parce que 19e du Tour de l'UAE, bon, sans faire injure autour de l'UAE, c'est pas la course pour un grimpeur la plus difficile au monde. Et même l'année dernière, bon, il y a eu pas mal d'irrégularités dans cette saison. Je rappelle, c'est sa dernière saison de contrat chez Bahreïn, qu'il a quand même 33 ans. Ça commence à sentir pas bon, hein, pour un coureur qui a commencé en 2006. Il a commencé très jeune, Coco. Sa carrière chez les professionnels, longtemps resté chez Vacances Soleil. Il a fait une saison chez Omega Pharma Quick-Step où c'était déjà le néant, du souvenir que j'ai. Mais quand on voit son palmarès, c'est vrai qu'il a beaucoup de victoires sur des courses d'une semaine. Et Liège-Bastogne-Liège, il y a quand même un petit manque sur les grosses courses du côté de Woodpulse. C'est un petit peu triste pour ce coureur-là, parce que c'est un coureur qui est très sympathique. Mais en termes de résultats, ça ne marche pas. Et puis, deuxième flop, c'est Ineos. Comment, quand on a autant animé la course qu'aujourd'hui, qu'on partait quand même avec un gros effectif, c'est-à-dire Yates, Kwiatkowski, Goggenhardt et Carapaz, donc c'était quand même solide, comment on arrive à ce qu'il n'y ait aucun de nos coureurs dans le top 10 ? C'est vraiment surprenant, c'est-à-dire que on les a énormément vus à l'avant, à partir de la Redoute, où ils ont été vraiment omniprésents à l'avant. Tiens, je viens de voir que Richard Carapaz est marqué disqualifié, donc peut-être une mauvaise position sur le vélo du côté de Richard Carapaz. Ça va encore relancer le débat sur cette règle. Mais du côté ou peut-être des bidons jetés au mauvais moment, mais du côté de Ineos, c'est quand même incroyable de voir le travail qu'a amassé Goggenhardt, qui a fait exploser tout le monde, et derrière, j'ai l'impression que personne n'a pu suivre. Alors peut-être que Goggenhardt a fait un effort trop violent, parce que c'est vrai que dans la côte de la Redoute, il a fait mal Goggenhardt. Peut-être qu'à ce moment-là, les autres ont été trop au niveau cardiaque et ont été au rupteur. Mais bon, c'est quand même incroyable quand on a fait autant d'efforts, quand on a vraiment été à la tête, aux avant-postes dans cette dernière heure de course, de se rater autant au final au classement, parce que Kwiatkowski fait 11, Yates fait 18, Goggenhardt 35. Donc on voit qu'ils ont été là dans le final, mais malgré tout, ça ne s'est pas concrétisé en termes de résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du côté de Liège-Bastogne-Liège, féminin, on fera également le débrief, il est déjà écrit, mais priorité à la course masculine pour le résumé de l'étape, tout simplement parce que les courses féminines font moins d'audience sur la chaîne, hein. Il y a aussi une raison, une logique derrière. Et que en plus la course féminine, j'ai pu moins la voir. Encore une fois, j'ai vu 40 km de la course féminine, donc c'est un peu plus dur d'analyser, même si du côté de la course masculine, j'ai regardé 65 km. J'aurais pu me contenter des... Enfin, non, pas 65, 85 derniers kilomètres plutôt, mais que j'aurais pu me contenter des 60 derniers, voilà, très clairement. J'espère donc que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao.